La prétendue influence politique de la franc-maçonnerie a toujours fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les milieux extrémistes de droite ou de gauche, ordinairement réceptifs aux théories complotistes. On cite souvent à titre d'exemple de cette influence l'intervention d'Henri Brisson à la tribune de l'Assemblée nationale le 26 juin 1899. Le député radical y aurait fait le célèbre signe maçonnique de détresse. Grâce à ce signe et à cet appel, Henri Brisson aurait ainsi obtenu le ralliement de tous les députés francs-maçons présents dans l'hémicycle. Par ce moyen, il aurait sauvé la formation du gouvernement Waldeck-Rousseau. Voici d'ailleurs des caricatures de l'époque montrant Henri Brisson s'apprêtant à exécuter le fameux signe de détresse ou représenté en vieillard un peu gâteux. L'épisode de l'intervention d'Henri Brisson est si connu que même l'historien Henri Guillemin avait cru bon y faire référence dans le cadre de ses conférences sur la Troisième République diffusées en 1972 à la radio-télévision suisse et que l'on peut trouver sur YouTube où elles connaissent un grand succès. Alors en effet, le 26 juin 1899, ce ministère se présente. La droite n'est pas rassurée, elle ne sait pas, est-ce que Waldeck-Rousseau serait un traître? Est-ce que quelqu'un qui a pris Caillot et qui va prendre ce socialiste Mirand ne serait pas quelqu'un qui est en train de nous abandonner? Si bien qu'il va frôler l'échec, et il faut qu'un vieux radical, Brisson je crois, fasse le signe maçonnique de détresse. Je ne le connais pas bien, mais il paraît que c'est un signe levant les mains au-dessus de sa tête pour indiquer aux francs-maçons de l'Assemblée, allez-y. Les francs-maçons à ce moment-là sont presque tous des conservateurs au point de vue social. Allez-y, n'ayez pas peur, Waldeck-Rousseau ne nous trahira pas. Toujours est-il que ce 26 juin, avec une très faible majorité, il obtient que son ministère soit accueilli par la Chambre. Le problème, c'est qu'Henri Brisson n'a jamais agi ainsi, sauf bien entendu dans l'imagination fertile de ses opposants politiques. Ce fait a été relayé imprudemment par Henri Guillemin, lequel, même au début des années 70, aurait pourtant eu les moyens de pouvoir en vérifier l'exactitude. Il suffisait soit de consulter le compte-rendu des débats à la Chambre des députés lors de cette fameuse séance, soit de lire la presse quotidienne de l'époque. Alors voici ce que le député Henri Brisson a réellement déclaré devant les députés lors de la séance du 26 juin 1899. J'ai pris à titre d'exemple cet extrait donc relaté dans le journal des débats politiques et littéraires, qui était un journal connu pour sa neutralité et son sérieux à la fin du 19e siècle. Donc peu suspect de complaisance à l'égard des pouvoirs publics. Brisson monte à la tribune pour s'exprimer. Il est très ému. « Je demande à la Chambre la permission de lui dire en 2 mots pourquoi je ne m'abstiens pas. Après les catastrophes redoutables auxquelles nous avons assisté il y a 29 ans et qu'on rappelait tout à l'heure, j'ai été le premier à proposer l'amnistie. Mais alors nous ne rusions ni avec les hommes, ni avec les choses, ni avec les mots. Proposer l'amnistie, ce n'était pas proposer seulement de faire rentrer certains citoyens dans la cité, c'était proposer l'oubli des drames et des tragédies de la guerre civile, l'oubli des haines et des rancunes. Notre but était d'éteindre par la générosité et par la bonté les cendres encore brûlantes de la guerre civile et de fonder sur le sol renouvelé la République rêvée. Cette République, presque tous les républicains qui sont montés à la tribune nous accordent qu'il y a lieu de la défendre. La question est de savoir si, pour défendre la République, on va faire une majorité par ici, c'est-à-dire avec ceux qui ont passé 30 ans à essayer de la détruire, ou si on la fera avec tous les braves républicains qui siègent de l'autre côté. Quant à moi, je n'hésite pas. Le gouvernement promet de défendre la République, je lui donne mon vote, et j'invite tous ceux sur lesquels je puis avoir quelque influence à voter. Je ne dis pas pour le gouvernement, mais pour la République. » On le constate, pas de signe de détresse, pas d'appel théâtral aux enfants de la veuve, mais une phrase finalement bien anodine qui laisse plutôt entrevoir les intenses négociations qui ont eu lieu en coulisses au sein des différents groupes politiques républicains dans un contexte de crise politique aiguë. Il faut insister sur ce passage. Brisson dit « Et j'invite tous ceux sur lesquels je puis avoir quelque influence à voter, je ne dis pas pour le gouvernement, mais pour la République. » Dans l'esprit des anti-maçons, l'influence revendiquée par Brisson s'est donc transformée en appel subliminal aux députés francs-maçons. Puis l'appel subliminal est devenu à son tour signe de détresse. Et ce signe de détresse a miraculeusement eu le même effet que le son de la cloche sur le chien de Pavlov. Tous les députés francs-maçons auraient automatiquement voté la confiance au gouvernement Waldeck-Rousseau, sans la moindre hésitation, en se rangeant comme un seul homme
derrière le vieil Henri Brisson. Comme quoi, les légendes tiennent à peu de choses. Bien entendu, il faut brièvement revenir sur le contexte que M. Henri Guillemin a présenté de façon très manichéenne, voire caricaturale dans sa série de conférences. Il faut se souvenir en effet que le gouvernement Waldeck-Rousseau est né dans la douleur en juin 1899, avec l'ambition de fédérer les républicains en un gouvernement de défense des institutions contre les ennemis du régime, à savoir la droite, essentiellement catholique et monarchiste, et les socialistes, à l'époque révolutionnaire et désireux de rompre avec l'État bourgeois. En effet, les modérés craignaient fortement la présence du socialiste Alexandre Mirand au sein de ce gouvernement. C'était le premier socialiste qui est arrivé dans un gouvernement de la République. Le petit groupe de parlementaires socialistes, quant à lui, contestait la présence au ministère de la Guerre du général Gaston de Gallifet, le fusilleur de la Commune. Il faut se souvenir que quelques mois plus tôt, le 23 février 1899, lors des obsèques du président Émile Loubet, Paul Déroulède et les nationalistes, tous nostalgiques de feu le général Boulanger, avaient fomenté un putsch contre la République qui avait lamentablement échoué. L'affaire Dreyfus n'en finissait pas non plus de défrayer la chronique. Bref, l'atmosphère politique était extrêmement tendue. Henri Brisson, dont l'appartenance maçonnique était de notoriété publique, n'aurait évidemment jamais pris le risque insensé de se comporter de façon grotesque devant la représentation nationale en faisant le signe de détresse maçonnique. Brisson était un homme pragmatique. C'était aussi un homme politique averti qui voulait que le centre-gauche et la gauche s'unissent et évitent de se perdre dans des querelles oiseuses sur les personnes du général Gallifet ou d'Alexandre Millerand. Il voulait aussi que les modérés ne soient pas effrayés par la présence aux finances de Joseph Caillaux, partisan déclaré de l'instauration d'un impôt progressif sur le revenu. L'objectif primordial restait aux yeux de Brisson la défense de la République face à tous ses ennemis. Il faut également souligner un autre point de l'intervention de Brisson qui ruine le jugement de valeur d'Henri Guillemin selon lequel les députés francs-maçons étaient conservateurs. Dans son propos, on l'a entendu, Brisson a fait allusion à la guerre civile, c'est-à-dire à la Commune de Paris et à ses efforts en faveur d'une amnistie des proscrits et des prisonniers politiques. C'est là que le parcours maçonnique d'Henri Brisson est important à rappeler, car si on n'a pas cela à l'esprit, on prend le risque de comprendre imparfaitement le sens de ses propos. Henri Brisson fut initié le 7 avril 1856 au sein de la respectable loge La Justice, originellement loge Saint-Vincent de Paul à l'Orient de Paris. Cet atelier avait été constitué en 1812 au rite français sous les auspices du Grand Orient de France, et il était passé au rite écossais ancien accepté en 1853 et a poursuivi ses travaux au sein du Suprême Conseil de France. Cette loge était déjà atypique, car la plupart de ses membres avaient subi des condamnations politiques. Par la suite, les opinions les plus avancées ne cessèrent jamais d'y être fortement représentées. Cette loge fut souvent rappelée à l'ordre en raison des libertés qu'elle prenait volontiers vis-à-vis des usages maçonniques et plus particulièrement des rituels. Elle n'hésitait pas non plus à discuter l'autorité du Suprême Conseil quand elle l'estimait nécessaire. Et ça arrivait souvent. Brisson côtoya au sein de cet atelier Charles Floquet, le futur président de la Chambre des députés, qui a été initié le 5 février 1864, de même qu'Émile Eudes, dit le général de la Commune, ainsi que le journaliste et écrivain Jules Vallès, initié en même temps que Gustave Mesureur, lequel deviendra le 5e grand maître de la Grande Loge de France en 1903. Au sein de la justice numéro 133, on trouvait d'autres esprits d'avant-garde comme le docteur Goupil, Gustave Lefrançais, Ulysse Parent ou François Raspail. Tout ça pour dire que contrairement aux insinuations caricaturales d'Henri Guillemin, tous les francs-maçons étaient loin d'avoir des opinions conservatrices et que parmi les frères qui avaient un mandat parlementaire, Brisson n'était pas réputé pour être un mollasson. Cependant, Henri Brisson avait compris l'intérêt d'une large coalition politique qui aille au-delà des clivages artificiels et des postures circonstancielles, conscient que les républicains devaient demeurer unis face aux extrêmes. Ce qui avait été largement facilité par le fait que les partis politiques, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore. Sans doute la franc-maçonnerie a pu favoriser ce rapprochement en transcendant les clivages partisans. Mais précisément, il convient de ne pas en exagérer l'influence, car il est un fait qu'il n'y a jamais eu d'annuaire de frères parlementaires et que l'on ignore donc le nombre exact de députés dans l'hémicycle. Pour constituer une majorité parlementaire solide et crédible, il fallait bien entendu élargir et aller bien au-delà de la simple appartenance maçonnique.